et on est tard, je vous l'ai déjà évoqué ça, c'est que moi je cherche des solutions différentes. Comment on est efficace, ce qui est très important dans un projet sportif, et c'est pour ça qu'un an ça ne suffit pas, c'est comment tu as un groupe, tu sais que la majorité des joueurs qui jouent statistiquement, c'est entre 14 et 16 joueurs qui jouent. Mais comment tu as un groupe où tu es capable, au-delà de ces 16, d'avoir des systèmes de jeu et des groupes qui sont très efficaces alors que tu changes les joueurs, alors que tu changes les systèmes. Et nous, on n'en est pas là encore à l'agir. Là, au moment où je vous parle, on n'en est pas là du tout. Et c'est mon souci permanent, c'est que, quelque part, comment je peux, par nos principes et nos protocoles de jeu, comment je peux avoir une équipe suffisamment efficace alors que je change les joueurs. Alors je ne dis pas que je change 10 joueurs, mais je change 3, 4 joueurs et je change les systèmes. Ça, c'est très important. Parce que quand tu arrives à faire ça, pour l'avoir vécu, après tu es pérenne, tu as des résultats pérennes et tu es gaillard. Et c'est pas seulement d'être gaillard, tu peux être gaillard et faire une très très belle saison. C'est souvent d'ailleurs, nous les entraîneurs, on a tellement peur de se faire jeter que maintenant, nos comportements, ils sont à très court terme. Alors, comment tu survis? Mais en fait, tu te rends compte que ça ne sert pas l'institution. D'ailleurs, dans l'avenir, il y a beaucoup de questions à se poser sur la visibilité vis-à-vis de notre public, de notre population, qui eux, le football pour eux c'est social, c'est politique, c'est identitaire. Et tous les sociologues l'ont écrit. Et comment ça va se passer maintenant que beaucoup de clubs n'appartiennent plus à des locaux? Et comment on va pouvoir séduire les gens? Alors souvent les entraîneurs, nous on veut survivre, donc on fait jouer toujours les 14 mêmes pour faire une très belle saison. Mais tu te rends compte que des fois tu arrives, tu as plein d'équipes qui font une très très belle saison à la Ligue 2 ou à la Ligue 1, et puis après tout s'effrite. Parce que justement tu n'as pas mis en place des fondations importantes comme je viens d'évoquer. Les fondations elles sont sur multifactorielles, sur combien tu fais jouer de joueurs, combien tu fais participer de joueurs, combien tu as de systèmes qui sont efficaces, vois-tu. Et nous on n'est pas encore là. Pour l'instant on est loin de ça et c'est ce qui me soucie toujours tous les jours dans ma tête, toute la journée. Jour et nuit. Parce que comme j'ai souhaité faire des résultats un peu rapides, eh bien on a gardé à peu près les mêmes garçons, voyez-vous. Ouais. Et parce que, bien sûr, tu te dis, comment tu fais plaisir aux gens, tu fais des résultats rapides. Mais on a encore une marge de progression importante, dans le sens où quelle latitude je pourrais avoir pour modifier, voilà, pour confirmer ce que je viens de vous dire, et pour que je vais le tenir. Autant là, avec l'enchaînement des matchs, c'est vrai qu'il y a quand même une reprise assez accélérée en janvier-février, ça peut permettre justement d'impliquer vraiment tout le monde et tester des choses. Quoi. Oui. Non, oui, janvier-février, c'est vrai qu'on a donc avec la coupe 11 matchs à effectuer en 8 semaines, et là, c'est évident que, en plus, c'est pas le bon détail, donc ces 2 mois peuvent être très dangereux pour les clubs. Peut-être bénéfique pour certains, mais dangereux pour d'autres. Donc c'est vraiment qu'il y avait une situation que nous, les entraîneurs, n'avons pas connue, n'avons jamais connue. Je vous l'ai dit la dernière point de presse ici, je vous l'avais évoqué. Et donc, c'est un gros souci pour moi de savoir comment on va sortir de ces 2 mois. Sur le plan de la fraîcheur, sur le plan de l'efficacité, sur le plan des suspendus, sur le plan du Covid et tout ça, comment on va sortir, parce que le money time, il est dans le 1er mars et quelques mai, quoi. Et là, c'est quelque part, déjà ce mois de janvier, c'est un petit peu le money time face aux grosses équipes, quelque part, parce que là, vous rencontrez sur les... Pas vraiment. C'est vrai que, pas vraiment, parce que c'est comptable, et que c'est vrai que tu as des confrontations qui vont te dire, oui, c'est vrai que les confrontations qui font comme vous, Troyes, Clermont, les grosses équipes, voilà, Grenoble, Caen, mais... c'est évident que comment tu apprends à tes joueurs à t'adapter, etc. Comment tu t'évalues vis-à-vis d'eux. Mais l'évaluation, des fois, elle est et je l'ai vécu, des fois, tu es très, très performant. Et puis, des fois, tu te retournes et tu arrives en avril-mai et tu es des grosses burnes. Quoi. Tu ne mets plus un pied devant et tu ne prends plus un point. C'est horrible, quoi. Pour l'avoir connu, c'est horrible. Après on dit mais le coach c'est une merde. C'est pas bon. Non, c'est pas ça du tout. C'est que c'est le système qui s'écroule et que voilà, c'est souvent ça. Quoi.
Alors c'est vrai qu'en tant que coach, c'est comment tu mets en place des stratégies qui sont multifactorielles, qui sont systémiques. Mais c'est vrai que ça fait peur quand même, parce que c'est toujours, avec la victoire à 3 points, c'est toujours, il y a des money time, quoi. Ouais. C'était pas le cas à notre époque, pas du tout. Et vous en pensez quoi justement de ce gros mois de janvier avec que des équipes prétendantes que vous rencontrez? C'est un peu le mois où tout peut se... Mais j'aime pas ce qu'on est une cible quand même. Bon là, il se trouve que c'est un match défi qu'on a, mais il va falloir relever notre niveau, être très performant, parce que c'est une grosse équipe. Mais j'en pense que c'est comme quand tu es entraîneur, tu es très premier degré, très basique. Très primaire, je vais dire. Si on pouvait tout gagner, ce serait bien. C'est très supporter. C'est très primaire. Non, mais bon, c'est surtout que comment tu vas analyser les choses, comment on va pouvoir évaluer, voir ce qu'on va pouvoir en sortir. Mais sur le temps présent, tu sais, tu peux très bien être extrêmement performant sur le terrain, être très brillant et pas prendre de points, ça arrive. Pour des raisons des failles qu'on peut... Par exemple, l'année dernière, j'ai des souvenirs de matchs où les joueurs étaient vraiment dominateurs et brillants, et pourtant, on n'avait pas les atouts pour ne pas encaisser de but et en marquer plus que l'adversaire. On n'avait pas ces atouts-là. Et pourtant, il y a des matchs où, je ne veux pas les citer, mais il y a des matchs à l'extérieur ou à domicile où tu as l'impression que l'adversaire n'avait pas joué du tout. Et ces matchs-là, on les a perdus. J'ai un ou deux matchs à l'extérieur où tu as l'impression que il n'y avait que nous qui étions sur le terrain et on les perd. Donc ça fait partie, c'est ça les aléas du football, comment tu construis un truc alors. Mais bon voilà, donc c'est très particulier. Mais c'est vrai que c'est intéressant de jouer ces matchs et de s'évaluer, quoi, voilà, de voir un petit peu comment on est capable de s'adapter. C'est surtout ça, comment on est capable de s'adapter à l'adversaire et aux situations. Donc pour le coup, tout le haut de tableau se rencontre en ce moment et eux, Grenoble, là, ils sortent d'un match à Clermont où le score a été un peu surprenant, quoi. Et le fait que d'ailleurs vous jouez en ce moment que des équipes qui ont pris un coup sur la tête juste avant, quand c'était Dunkerque, ils en avaient pris 3 ou 4 le coup d'avant, quand avant la trêve aussi on avait pris 3 ou 4, et Grenoble aussi 3, est-ce que ça change un petit peu l'attitude que peut avoir l'adversaire du coup? Oui, parce que ça change, oui, parce qu'en fait, ce qui est très désagréable dans ce genre de situation, il vaut mieux, comme on peut l'évaluer, quand tu lis les très grands entraîneurs qui jouent au très très haut niveau, et ici je vous l'ai souvent dit, mais ils préfèrent des fois quand ils ont des séries de victoires, perdre le match, parce qu'ils se disent, parce que le footballeur, par définition, quand il perd un match, il veut se révolter. Donc tu préfères rencontrer des équipes qui sont sur des séries de victoires, vois-tu. Et des fois, toi, quand tu es entraîneur, quand tu as une série de victoires, tu es toujours... Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous le dis souvent, mais le football c'est un sport plaisir, à la fois pour le public, à la fois pour les acteurs, c'est un sport plaisir, c'est un sport passion, c'est un sport où tu vas prendre le ballon avec ta fille qui a 5-6 ans, avec ton fils qui a 5-6 ans, tu prends le ballon dans tes pieds, tu prends du plaisir, tu te régales, quel que soit l'âge que tu aies, que tu aies 75 ans, 77 ans, et c'est pareil pour un professionnel. Et donc le grand danger pour l'entraîneur, c'est comment tu es toujours en train de réveiller tes garçons. Et très souvent, les joueurs, ils sont capables effectivement de révolte lorsqu'ils ont perdu. C'est un peu le cas de ce que tu viens de citer, Benoît, tu vois. C'est qu'on a rencontré des équipes qui, derrière, aussitôt se révoltent, font les efforts, parce qu'elles ont été... Moi, je préférerais rencontrer des équipes qui ont 3 ou 4 victoires d'affilée, par rapport à ce qu'on peut vivre. Et d'ailleurs, nous, quand on a 2 ou 3 victoires comme ça, je suis toujours en train de remonter les bretelles à mes joueurs. Mais bon, ceci dit, quand même, comme je dis aux joueurs, je ne sais pas pourquoi on fait le déplacement à Grenoble, c'est pas la peine d'y aller. Ils ont pas perdu le match. Ils ont fait que match nul. Donc j'ai dit, avec l'équipe que j'ai, c'est pas la peine qu'on aille là-bas. Ils n'ont pas bien pris. Ouais, mais toutes les séries ont eu. Ils n'ont pas bien pris. Il dit, tu ne peux pas te déplacer avec Donovan Lyon, Le Billard et Retraite, vous n'êtes pas des bons footballeurs, on ne va pas gagner, on ne va jamais gagner. Bon, il tourne la tête, il s'en va, il rigole. Non,
Et ils n'ont. Je leur ai dit, on peut faire des économies. Moi, je vais dire au président qu'on n'y va pas. On va faire des économies. On va économiser un peu d'argent. Ils n'ont pas perdu un match chez eux. Pas qu'à y aller. Les séries ont une fin. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est ce que m'ont répondu mes garçons. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on a un défi à relever quand même. Ouais, ça fait partie. Ils sont très performants. Ça fait plaisir aussi de se confronter à un adversaire. Non, je plaisante évidemment. Hein, mais vous le savez bien, mais ça fait plaisir aussi de se confronter à un adversaire qui n'a pas perdu un match chez eux, qui a fait qu'un match nul, et de savoir si on est capable d'être à la hauteur et de voir comment on peut se comporter, quelle rencontre on peut faire. Après, tu as des situations où tu as plus ou moins de réussite. À l'extérieur, on n'a pas beaucoup de. À part à Dunkerque, où ça s'est bien passé, on a eu deux occasions à marquer un but. Mais à l'extérieur, on a eu. Ces 6 mois-là, c'était un peu comme. On a eu plus de résultats à domicile, je reconnais. Mais voilà. Donc c'est vrai que là, c'est un match où on va pouvoir voir si on est capable de s'adapter à cet adversaire, à la qualité de l'équipe de Philippe. Et voilà, parce que c'est une équipe qui, chez elle, a encaissé la première défense, n'a encaissé que 4 buts, vous vous rendez compte? À domicile, ils n'ont encaissé que 4 buts. Donc, ça va être compliqué de leur claquer des buts à cette équipe-là. Ouais, c'est un bon défi, finalement. Ouais, c'est un très bon défi. En revoyant le match de Caen, qu'est-ce qui ressort de la prestation en prenant un peu le recul, parce que c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de grosses occasions, et puis au final ça fait 1-1 quoi. Bah, vous savez pas, c'est les caractéristiques du foot. Sincèrement, c'est ce que je vous ai dit en point de presse après. On a 2 fois plus de rentrées dans leurs 30 mètres que le Stade Malherbe. On a 2 fois ou 3 fois plus d'occasions qu'eux. Il y en a 3, on en a 7 en fin de match par rapport à nos statistiques. Il y a un gardien qui fait un match exceptionnel. Il y a aussi le fait que le football c'est ainsi fait qu'il y a des soirées où c'est comme contre Valenciennes, tu as 2 ou 3 opportunités entre la 80e et la 90e qui passent à 5 cm du poteau. Et puis tu as des matchs ici que je ne veux pas citer où tu dis chaque fois que tu tirais, tu marquais 2 buts. Donc, et c'est exactement le foot. C'est surtout comment et c'est décevant qu'on n'ait pas gagné, effectivement, mais ça fait partie du football. Et puis il y a des fois, comme je vous l'ai déjà dit souvent ici, j'espère que ça va m'arriver, ce que je voudrais construire avec la GIA, ça m'est arrivé d'avoir honte d'aller à l'extérieur. Ça m'est arrivé, je me rappelle, ça devrait être 2 fois, je me rappelle encore de ces 2 matchs, je suis rentré à un but, j'avais honte, et je suis rentré en point presse, j'avais honte, parce qu'on gagnait 1-0 à la 85e, et on n'était pas rentré sur le terrain, on était resté à la vestiaire, en 95 minutes. Tellement on avait été nuls. Donc le foot, ça fait partie de. Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est notre prestation? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce que sur 15 ou 20 matchs, tu es nul ici, mais tu joues pas au foot? Et là, ça devient dangereux. Ou est-ce que ça fait partie du jeu, ça? Voilà. Ça fait vraiment partie du jeu parce qu'on tape le poteau contre Caen, on a des opportunités. Bon voilà, le gardien fait de très grandes parties. Et donc, c'est sûr qu'on aurait préféré prendre 3 points, comme ça on n'avait pas Grenoble. Je dis tout ça aux joueurs. Des fois ils me le disent, coach, vous avez dit qu'avant Dunkerque on a gagné, on ne va pas à Dunkerque, on peut être en vacances. Je lui dis, allez mourir, vous allez tous à Dunkerque. Vous bougez, vous allez à Dunkerque. Oui, mais vous avez dit qu'on n'irait pas pour les 3 points. Qui t'allume, c'est les mecs, il faut esprit. Quel type d'entraîneur vous êtes en plein match, hormis les changements que vous faites? Est-ce que vous changez beaucoup de choses? Est-ce que vous faites de la macro-tactique, comme on dit? C'est-à-dire que, hormis faire les changements qui peuvent changer le dispositif, est-ce que en cours de match, hormis les changements, vous êtes très directif, vous changez beaucoup de choses à l'intérieur, ou vous laissez un peu les joueurs être autonome par rapport aux principes que vous avez dictés avant? Comment est-ce que vous êtes par rapport à ça? Non, c'est le deuxième truc, c'est-à-dire que, sincèrement, quand tu vois sur le banc un entraîneur crier, hurler, faire des gestes, alors maintenant, il se trouve que sans spectateurs, tu as tous les bancs de touche qui hurlent, c'est l'enfer, je te jure. Non mais on vit l'enfer.
entends des choses, tu te dis, mais je comprends pourquoi le peuple ils disent qu'on est débile, parce que des fois tu te dis, on n'a plus de cerveau les mecs. On a l'impression que vraiment ça vole très bas. Hein. On n'a jamais été à l'école, hein. On ne sait pas écrire ni lire. Ah oui, quand t'as pas le but, mais c'est effrayant. Pourquoi? Parce que, comme disaient les joueurs de rugby, un stade ou une tribune rend des gens très courageux. Ils ont beaucoup de gueule, les copains du rugby. Et oui. Et donc du coup, tu as la peur aussi. Tu as les mecs qui ont peur, donc ils disent, voilà. Non, moi sincèrement, pour moi le foot c'est le travail de la semaine. C'est-à-dire que comment tu as établi des paramètres importants de jeu, des codes, des protocoles. Parce qu'après, quand tu joues au foot, d'abord, quand tu as du public, le joueur ne t'entend pas. Même si tu cries, même si tu fais des gestes, il faut être honnête. Le joueur ne t'entend pas, sauf celui qui est à 3 mètres de toi. Il t'entend. Vous avez bien entendu, c'est très clair. Donc, quand tu nous vois crier, hurler, c'est surtout pour évacuer le stress, la peur qu'on peut avoir, parce que le joueur ne t'entend pas quand il y a du public. Quand il y a du public, même 5 000, même 4 000. Alors, je ne te parle pas même 20 000 ou 30 000. Donc, quand tu les vois, les gens gesticuler, tout ça, c'est juste pour évacuer le stress et la peur. Non, le travail, tu l'as fait la semaine, ça soit très clair. Ou tu as fait le travail proprement la semaine, et les joueurs savent ce qu'ils ont à faire de A à Z. Moi, quand j'ai dit joueurs, ça m'est arrivé à certains entraîneurs, le mec qui faisait ouais, Jean-Marc, j'ai dit non, je leur dis écoutez, s'il vous plaît, asseyez-vous, je connais mon métier, ça va aller, d'accord? Parce que le travail, c'est la semaine. Comment tu as établi un cadre bien précis la semaine, et après tu t'assois, et ton obsession, c'est surtout, et souvent quand tu as de nombreuses années dans un club, tu es plus fort. Quand tu as de nombreuses années dans un club, tu es beaucoup plus fort, c'est le coaching. Parce que comment tu es capable effectivement d'avoir un très bon coaching, c'est-à-dire que les joueurs aient envie de rentrer, aient envie de s'éclater, parce que tu les as concernés, etc., parce qu'ils ont envie. Et comment aussi tu es capable de lire un très bon coaching. Et ça c'est difficile, figurez-vous, quand tu es un entraîneur. Là par exemple, qui que tu sois, même le meilleur entraîneur du monde, quand tu n'as fait que 6 mois, 1 an dans un club, quand tu ne connais pas les joueurs, le coaching est très difficile. Moi, pour l'avoir connu en étant resté très longtemps dans des clubs, quand tu es au bout de 2 ou 3 ou 4 ans, tu es beaucoup plus fort sur le coaching. Tu te dis, tiens, je fais ça, ça va marcher. Je fais ça, ça va marcher. Et donc, tu es obsédé, quand tu es assis sur le banc, moi je suis obsédé par l'idée, comment j'améliore mon système par le coaching. Tu vois, comment je peux améliorer et battre l'adversaire par mon coaching. Mais après, pour tout le reste, figurez-vous, c'est pas la peine de dire au joueur, fais ci, fais ça. Non. Ou tu lui as appris la semaine, toute la semaine, et ton cadre de travail, et après le reste, quand tu cries ou que tu hurles et que tu fais des gestes, c'est juste pour se défouler ou pour la galerie. Pour la galerie peut-être aussi, voilà. Pour la galerie aussi, voilà. C'est juste pour ça. Il y en a certains qui le font pour la galerie, pour montrer qu'ils existent, quoi. Voilà. Mais sinon, il faut savoir que là maintenant, d'ailleurs les joueurs ils gueulent maintenant, parce que comme on entend tout, donc les joueurs ils gueulent, fermez vos gueules, ils disent, mais oui, parce qu'ils n'en peuvent plus d'entendre les 5 mecs ou 6 mecs de chaque banc, ils n'en peuvent plus. Alors les plus âgés ils disent, fermez-la, tout ça, c'est rigolo, parce que moi je suis effrayé, je dirais, je suis tétanisé depuis qu'il n'y a plus de gens dans les tribunes, je suis tétanisé. Parce que tu entends ces choses partout, je dis, oh là, on n'a jamais été à l'école, c'est fouteux. Mais bon, je dis c'est grave quoi. C'est grave ce que le stade peut te produire. Mais je vous rassure, même chez les plus grands intellectuels, je ne sais pas si vous avez raconté l'anecdote du philosophe Finkielkraut, vous connaissez Finkielkraut, qui avait dit, il est allé voir un match au PSG, il supportait le PSG, et il était avec ses parents à la tribune, et il hurlait des insanités sur l'adversaire. Il dit à un moment, je me suis dit, mais là c'est pas bien, c'est pas beau ce que je me fais, j'ai plus de cerveau, tu vois ce que je veux dire. Mais comme la tribune a un effet cathartique, fantastique, et c'est vrai. C'est un exutoire. Oui, c'est un exutoire. Puis comme disaient les sociologues, c'est un effet cathartique. C'est-à-dire que des fois, tu es à la tribune, tu es à 8 ou 10 mecs, et tu te rends compte, et je l'ai vécu, que tu dis n'importe quoi, en fait. Bon, voilà. Et puis là, c'est le même cas sur le banc. Depuis qu'il n'y a plus de public, c'est effrayant. Au point qu'il y a plusieurs matchs où je me suis cassé à la fin du match, parce que je ne pouvais plus, t'avais la tête comme ça. Et les arbitres, c'est pareil, ils ont la tête comme ça. Tandis que, quand il y a ne serait-ce 4-5 000 personnes, c'est fini. Plus personne ne crie parce que tu sais que personne ne t'entend, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je ne te parle même pas quand il y a 10 ou 15 000 ou 20 000.
Là, au niveau du groupe, vous récupérez Fortuné et Coef. Oui, mais on avait un problème ce matin avec Jouba qui ne s'est pas entraîné. Il a une petite angine, mais je viens de faire le point avec lui et il me dit que c'est ok, il est ok, quoi. Il peut venir jouer. Vous avez de la fièvre? Non, pas de fièvre. Pas de fièvre, mais un mal à la gorge. Voilà. Et un petit rhume. Mais on a vu le doc et tout, et puis là il est resté en salle, mais il me dit c'est bon, je joue. Je ne le connais pas, le Brésilien, donc je vais l'amener. On va voir demain. Non, c'est plus facile quand tu connais un mec depuis 3 ans. Ça, c'était ça qui était bien dans le temps, quand tu restais longtemps dans un club, parce que tu avais des éléments que tu maîtrisais, parce que tu les connaissais bien, les gars. Mais maintenant, nous, on est obligé de beaucoup anticiper et très vite, parce que tu connais peu les gars. C'est pas parce que tu as passé 6 mois avec un gars que tu le connais parfaitement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. C'est bon? Merci. Merci.